Bonjour, bienvenue dans l'exposition Rousseau et Primatis Renaissance à Fontainebleau qui se tient aux Beaux-Arts de Paris du 20 octobre 2025 au 1er février 2026 au sein du cabinet des dessins et des estampes Jean Bonnat. Je m'appelle Hélène Gannot, je suis la conservatrice des dessins aux Beaux-Arts de Paris et je suis une des commissaires de l'exposition, avec également Julia Longo qui est la conservatrice des estampes et des photographies. Nous vous invitons à nous suivre pour une visite de l'exposition. Les collections de l'École des Beaux-Arts sont extrêmement riches pour ce qui est de l'art français du XVIe siècle. Pour les dessins, une étape majeure avait été franchie en 1994 avec une exposition consacrée aux dessins en France au XVIe siècle, dont Emmanuel Brugerolles et David Guillet étaient les commissaires, mais c'était il y a plus de 30 ans et donc certains dessins n'avaient pas été présentés depuis, d'autres aussi n'avaient pas été présentés depuis les années 50 et donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir les montrer de nouveau. Et pour ce qui est des estampes, l'École des Beaux-Arts conserve un des fonds les plus importants au monde, sans doute le deuxième après celui de la Bibliothèque nationale de France. Et cet ensemble d'estampes, qu'on chiffre à peu près à 400, 450 items, ça dépend un petit peu où on place les limites, n'avait quasiment jamais été exposé. Donc cela a été notre première motivation de mettre en valeur ce fonds absolument exceptionnel, extrêmement beau, extrêmement qualitatif. Et puis, on fête en 2025 un anniversaire très important pour l'École des Beaux-Arts, c'est les 100 ans de la donation de Jean Masson. Jean Masson était un collectionneur d'origine amiénoise de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et en 1925, il a choisi l'École des Beaux-Arts pour donc faire don de sa collection qui comprenait de très importants ensembles de manuscrits médiévaux, d'estampes en particulier de chiaroscuri et un magnifique fonds de dessin qui est aujourd'hui le fleuron des collections de l'école. Et Jean Masson était un passionné de ce qu'on appelait donc à l'époque l'art de l'école de Fontainebleau. Il est un des premiers à avoir consacré une exposition au dessin de l'école de Fontainebleau en 1921 à Fontainebleau même. Et donc c'était lui rendre hommage en 2025 que de choisir aussi ce sujet pour notre projet d'exposition. Et en dernier lieu, un des facteurs qui nous a encouragés à retenir ce sujet, c'est que les estampes de Fontainebleau ont fait l'objet depuis déjà le 19e siècle d'études très importantes. Et plus récemment, depuis le début des années 2000, Catherine Jenkins consacre des travaux très importants à cet ensemble d'estampes. Et elle a publié en 2017 une étude actualisée, un répertoire actualisé qui a permis vraiment de faire le point sur la question et qui a servi vraiment de base aussi à notre travail pour cette exposition. Les Beaux-Arts de Paris sont une institution très ancienne et prestigieuse qui a plus de 350 ans. Elle conserve une collection exceptionnelle de plus de 450 000 œuvres qui vont de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une collection d'œuvres graphiques notamment, mais également de peintures, de sculptures, d'objets en 3 dimensions et on conserve également des objets archéologiques. Ces collections sont le résultat donc d'une longue histoire qui a commencé avec les académies royales de peinture, de sculpture et d'architecture, qui a continué avec le Musée des Monuments Français d'Alexandre Lenoir, qui s'est poursuivi avec l'École des Beaux-Arts. Et donc nous conservons les travaux scolaires des élèves qui se sont succédés dans cette institution jusqu'à nos jours. Cette collection a été également enrichie par des donations privées au cours des derniers siècles et notamment au cours du 19e siècle. L'exposition présente une 50aine d'œuvres en lien avec le chantier du château de Fontainebleau qui a été voulu à partir de 1528 par le roi François Ier, lequel a fait appel à des artistes internationaux et notamment italiens
Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio, dit le Primatis, qui ont été appelés donc par le roi et qui ont travaillé avec d'autres artistes, notamment des artistes français, mais également des artistes flamands, et qui ont collaboré sur ce lieu qui a été un laboratoire formel, un creuset d'idées et d'échanges qu'on a voulu mettre en lumière grâce aux œuvres présentées dans l'exposition. Nous sommes dans la première section de l'exposition qui est consacrée au décor Bellifontain. Plus précisément, nous avons choisi de parler des décors pour lesquels les Beaux-Arts de Paris conservent des dessins préparatoires. Et pour chacun de ces décors, nous avons étoffé un petit peu le dossier par quelques estampes ou d'autres dessins. Cela nous permet d'évoquer notamment, bien sûr, la galerie François Ier, mais aussi d'autres décors comme la chambre de la duchesse d'Étampes, la porte dorée, la salle de bal ou encore la voûte de la galerie d'Ulysse. Pour revenir plus précisément au démarrage du chantier de Fontainebleau, eh bien, il y a cette date clé qui est celle de 1528, qui est la date à laquelle François Ier décide de faire agrandir le château de Fontainebleau. Il y avait un château médiéval à Fontainebleau et voilà, il décide de le faire agrandir, embellir, décorer à grands frais. Cette décision, elle fait partie d'un choix plus général de François Ier de délaisser le Val-de-Loire au profit de la région parisienne, de se rapprocher de Paris. À ce moment-là, on est quelques années après le désastre de Pavie. François Ier avait été fait prisonnier par les troupes de Charles Quint. Il a passé quelques temps en captivité à Madrid. Il a fini par être libéré, mais il a dû laisser ses fils en caution. C'est un roi qui a été affaibli dans son autorité. Il a besoin de la réaffirmer, de montrer de nouveau sa puissance. Et c'est de cette manière-là qu'il choisit de le faire, en s'installant donc à proximité de Paris, qui est le centre principal du pouvoir en France déjà dans les années 1530, 1520, 1530, et puis eh bien, en devenant aussi un grand patron des arts. Il avait déjà, dès le début de son règne, eu beaucoup d'intérêt pour ces questions-là, et il poursuit. Il décide aussi d'essayer de trouver des artistes important à qui confier ces chantiers de décoration. Son intérêt va très vite se tourner vers des Italiens. Il est très italianophile, il a déjà fait venir des artistes italiens plus tôt dans son règne en France. On pense bien sûr à Léonard de Vinci, mais aussi à Andrea del Sarto. Et là, il essaye d'abord de faire venir Michel-Ange. Alors Michel-Ange refuse. Il essaye de faire venir Giulio Romano, le meilleur disciple de Raphaël. Giulio Romano, à ce moment-là, est au service du duc de Mantoue. Il décline également l'invitation. Et finalement, François Ier va faire venir en France cet artiste qui s'appelle Giovanni Battista di Jacopo, que l'on connaît sous le nom de Rosso Fiorentino, qui est en fait un surnom. Rosso parce qu'il était roux et Fiorentino puisqu'il venait de la région de Florence. François Ier a sans doute eu connaissance de Rosso via l'entremise du poète Pietro Aretino, l'Arétin, qui était à Venise à la fin des années 1520 et qui a rencontré Rosso et qu'il a sans doute recommandé ainsi à François Ier. Donc il savait qu'il cherchait de bons artistes pour son chantier, notamment de Fontainebleau. Rosso est un artiste, comme je l'ai dit, qui vient de Florence. Il est né en 1494 et donc il a le même âge que François Ier. Il est aussi très très grand, comme François Ier, ils font la même taille et on sent qu'il y a eu une entente entre ces deux hommes, quelque chose, voilà, pour le dire de manière un peu familière, le courant est passé visiblement et François Ier a véritablement choyé cet artiste. Il lui a donné des moyens considérables, à la fois financiers. Rosso est extrêmement bien rétribué, il a des charges épiscopales qui lui rapportent également beaucoup d'argent. D'ailleurs, quand Antonio Mini, qui est un élève de Michel-Ange, passe en France en 1532, il écrit à Michel-Ange que Rosso chevauche en grand seigneur vêtu d'habits de soie. Donc enfin, voilà, on sent que Rosso a trouvé sa place, en fait une place prestigieuse en France, place qu'il avait eu beaucoup de mal à se faire en Italie. Pourtant, c'était un artiste
artiste qui avait un certain succès, si on peut dire. Il avait obtenu de nombreuses commandes, mais c'est un artiste qui est un petit peu, dont l'œuvre est un peu teintée de bizarrerie parfois, d'excès, d'étrangeté, qui ont pu parfois mécontenter certains de ses commanditaires. Donc en Italie, il a une carrière, mais il a été un peu un artiste vagabond. Il est passé de centre en centre. À un moment, en 1526, il est à Rome et il a une première expérience avec la gravure. Il fait graver certains de ses dessins par Gian Jacopo Caraglio, et on verra dans la suite de l'exposition que cette expérience pour lui a certainement compté dans ce qui s'est passé ensuite avec l'estampe à Fontainebleau. Et donc, il est chassé de Rome par le sac de Rome de 1527, et c'est comme ça ensuite qu'il s'est retrouvé à Venise, et de Venise en France au service de François Ier. Donc Rosso arrive en France en 1530 et il va rester au service de François Ier jusqu'à sa mort en 1540, mort tragique puisque Rosso se suicide. Il avait accusé un ami compatriote de vol. Cet ami a été soumis à la question, donc à la torture, et il s'est avéré que Rosso s'était trompé. Et donc de honte, de douleur sans doute aussi, Rosso met fin à ses jours de manière très brutale. Et donc il met fin aussi bien à sa contribution à cette expérience artistique qu'est le chantier de Fontainebleau. Mais entre-temps, il y a ce chantier principal dont il a été le maître. C'est pas le seul décor auquel il a contribué et qu'il a dirigé à Fontainebleau, mais c'est le seul qui subsiste, et c'est sans doute celui aussi qu'on connaît donc le mieux. C'est celui de la galerie François Ier, qui est donc cette grande galerie au premier étage du château, et pour lesquelles nous conservons à l'École des Beaux-Arts plusieurs dessins en rapport, alors pas forcément des dessins préparatoires originaux, puisque c'est une des difficultés lorsqu'on étudie l'art de Rosso. En fait, de très nombreux dessins de Rosso ont certainement disparu, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. C'est certain qu'il a beaucoup dessiné, c'était certainement même sa première occupation en tant que maître de chantier, mais on connaît très peu d'originaux de Rosso en général, et encore vraiment peu pour sa période française. En revanche, certainement pour les besoins du chantier, alors on ne comprend pas encore forcément toujours comment ni pourquoi, mais il y a eu beaucoup de copies qui ont été faites par les artistes qui travaillaient pour lui. Ça, on sait bien que c'est pas du tout un chantier où il était seul. Il dirigeait des équipes à Fontainebleau, les Contes des bâtiments du roi, dont on ne connaît qu'une version abrégée du XVIIe siècle, mais qui nous donne quand même beaucoup d'informations. Liste tous les peintres, sculpteurs et autres artisans qui ont travaillé sous la direction de Rosso à la galerie François Ier. C'est pour ça qu'on sait aussi qu'il y avait des Italiens, des Français, des Flamands. Donc certainement, comme je le disais, pour les besoins du chantier, il y a eu des copies dessinées qui ont été faites par les assistants de Rosso, et on en conserve plusieurs. Et ces dessins nous permettent aussi un peu de mieux comprendre la genèse du chantier, certains revirements d'idées notamment. Donc c'est le cas par exemple de ce dessin-ci qui correspond à la fresque de l'éducation d'Achille dans la galerie François Ier. Comme vous voyez, le dessin est de forme ovale, ovale dans le sens de la largeur, alors que dans la galerie François Ier, toutes les fresques, à l'exception de la fresque qui représente Jupiter et Danaé, sont toutes de format rectangulaire. Donc on peut penser qu'à un moment, il y a peut-être eu un projet d'avoir une alternance de format ovale et rectangulaire, ou peut-être uniquement des formats ovales. En tout cas, la question est posée par l'existence même de ce dessin. Une des spécificités de la galerie François Ier, c'est de mêler un décor de fresques et un décor de stucs. Les stucs formant autour donc des fresques centrales de grand format, rectangulaire, un encadrement extrêmement riche d'ornements et parfois de fresques secondaires ou de bas-reliefs historiés. Et cette caractéristique, on la retrouve dans les estampes qui ont été faites dès les années 1540, d'après la galerie François Ier. On l'a illustré avec ces deux estampes d'Antonio Fantuzzi, qui représentent donc d'une part un des sujets centraux, donc
en l'occurrence l'unité de l'État, avec donc dans la fresque la figure de François Ier au centre. Et puis cette autre estampe également de Fantuzzi, qui elle est consacrée à un désencadrement de stuc. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on constate que de manière systématique, les sujets centraux ont été gravés d'un côté et les cartouches, les encadrements de l'autre, avec la partie centrale laissée soit vide, soit le motif qui est dans la galerie François Ier remplacé par un paysage flamand. Pour la fresque du sacrifice, nous avons dans l'exposition 2 dessins, notamment cette feuille qui a un historique assez étonnant, puisque c'est un dessin qui est composé de 2 fragments aujourd'hui. Le fragment qui se trouve à gauche, figuré dans la collection Jean Masson, dont il porte la marque, et donc il est entré, il y a plus d'1 siècle maintenant, dans les fonds de l'École des Beaux-Arts, avec le reste de la donation Jean Masson. On avait bien noté qu'il était lié à la fresque du sacrifice de la galerie François Ier, mais voilà, on considérait qu'il s'agissait d'un dessin incomplet qui ne documentait que la partie gauche de la fresque. En 2024 est passé en vente chez Christie's ce dessin, donc qui correspondait très bien à la partie droite de la fresque, en tout cas du premier projet de la fresque. Plusieurs historiens de l'art ont noté les grandes proximités existantes entre ces 2 feuilles et après une analyse très fine à la fois stylistique mais aussi une analyse des papiers des 2 fragments, des 2 dessins, eh bien on a pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une seule et même feuille qui avait été à un moment de son histoire coupée en 2 et donc les 2 fragments séparés. On a pu, grâce à notre association de mécènes, les amateurs de dessin des Beaux-Arts de Paris, faire l'acquisition en vente publique de la partie droite du dessin. Ensuite, on a, après donc, toute l'analyse des papiers, pu remonter ensemble les 2 fragments et donc voilà, offrir une visibilité, une lisibilité globale à ce dessin qui est voilà, une feuille d'une grande qualité, vraiment d'un des meilleurs assistants probablement de Rosso sur le chantier. Et donc ce qui est tout à fait passionnant avec cette feuille, comme je le disais, c'est qu'elle ne correspond pas précisément à la fresque telle qu'elle est aujourd'hui dans la galerie François Ier. Pour celle-là, on conserve un autre dessin qui est juste à côté et qui correspond bien, là pour le coup, à la fresque, à la composition telle qu'on peut la voir encore aujourd'hui à Fontainebleau. Mais là, donc le dessin en 2 fragments correspond avec d'autres copies anciennes que l'on connaît, notamment une à Göttingen et une autre au musée du Louvre, à un premier projet de Rosso qui a été modifié, peut-être en 1536, peut-être au moment de la mort du dauphin François. Il y aurait peut-être eu voilà, des modifications iconographique globalement dans la galerie François Ier et en particulier dans cette fresque dans laquelle on a pu voir une allégorie de la fécondité, de la santé et peut-être aussi un lien avec l'histoire de la naissance de François Ier, de l'annonce à Louise de Savoie qu'elle aurait un fils qui deviendrait roi. Les dessins originaux de Rosso Fiorentino sont extrêmement rares, je l'ai dit, et on a la chance à l'École des Beaux-Arts d'en avoir un. C'est le dessin qui est juste devant moi, qui représente donc Pandore en train d'ouvrir la boîte qui contient les mots de l'humanité. Bien sûr, c'est un peu ironique parce que pour Rosso, on a beaucoup de fresques sans dessin, et là, on a un dessin sans peinture. Un dessin dont on ne connaît pas de manière certaine la destination. Il a été suggéré qu'il aurait pu s'agir d'un projet abandonné pour la galerie François Ier. C'est pour ça qu'on l'a situé à cet endroit de l'exposition. C'est vrai qu'en termes de composition, d'énergie, de dynamisme, on retrouve des caractéristiques qui sont également présentes dans une fresque comme celle de l'ignorance chassée, par exemple, dans la galerie. Mais c'est peut-être plus un élément de datation. Très clairement, on est vers 1532-1534. Mais il aurait pu aussi s'agir d'un travail de Rosso pour une autre salle, un autre décor du château de Fontainebleau peut-être. On connaît 2 autres dessins rossesques, probablement pas de Rosso, mais sans doute plutôt d'un de ses assistants
aussi autour du mythe de Pandore. Donc voilà, ça fait aussi un petit groupe de dessins autour de ce mythe qui est donc tiré d'une source antique, d'Hésiode, son ouvrage Les Travaux et les Jours. Et ce qui est très intéressant dans la manière dont Rosso a traité cet épisode mythologique, qui n'est pas encore extrêmement fréquent au XVIe siècle dans l'iconographie artistique, c'est qu'il a choisi de représenter les mots sous forme d'êtres humains. Et il a aussi allié l'iconographie des fléaux, des maux de l'humanité, et celle des péchés capitaux. Donc quand on regarde les différentes figures représentées, on a par exemple en bas à droite cette femme âgée, décharnée, en train de mordre dans un serpent. Donc ça, c'est très certainement la figure de l'envie. Juste au-dessus, on voit un homme, une bourse au côté, et puis surtout en train de tirer vers lui et de presser contre son corps des sacs qui ont l'air bien pleins, donc certainement la figure de l'avarice. Légèrement au-dessus, on a cet homme qui court avec des marteaux dans les mains, donc peut-être la colère. Cette autre figure en train de s'arracher les cheveux pourrait être la douleur, le chagrin. On a en bas un homme en train de poignarder un enfant, donc là certainement la violence. Et puis dans la partie gauche, une figure en train de fuir, peut-être la peur, et à côté un homme appuyé sur une canne, donc peut-être la vieillesse ou l'infirmité. On voit aussi très nettement au centre, suspendu à la coupe, cette belle coupe d'orfèvrerie, un oiseau qui est l'allégorie de l'espoir, le seul mot à être demeuré dans la boîte après que Pandore l'a ouverte. En 1532, arrive à Fontainebleau Francesco Primaticcio, dit Primatis, qui va travailler, va se mettre au service de François Ier et va rester au service des rois de France, des Valois, jusqu'à sa mort en 1570. Donc il va avoir une très longue carrière au service des rois de France et il va être maître et responsable de très nombreux décors à Fontainebleau. Il travaille notamment avec Rosso à la galerie François Ier. C'est lui qui peint la fresque représentant Jupiter et Danaé, mais il est également l'auteur d'autres décors, notamment ceux de la Porte Dorée avec l'histoire d'Hercule et Omphale, ou ceux consacrés à l'histoire d'Alexandre le Grand qui orne la chambre de la duchesse d'Étampes. Francesco Primaticcio est un artiste qui vient de Bologne. Il a été formé à Bologne et ensuite il a travaillé pendant quelques années à Mantoue auprès de Giulio Romano et donc au service du duc de Mantoue. À Mantoue, il est le principal collaborateur de Giulio. Il n'est pas élève de Giulio, c'est un artiste déjà formé qui travaille à Mantoue. Et François Ier avait d'abord envoyé une invitation à venir en France à Giulio Romano, mais celui-ci avait décliné et il est assez probable qu'il ait envoyé en fait Primatis pour le représenter auprès de François Ier. Et lorsqu'il arrive en France, Primatis arrive d'abord pour faire tisser à Bruxelles pour François Ier des cartons peints par Giulio. Et il arrive aussi très certainement avec beaucoup de dessins de Giulio. Et ces dessins, ils vont notamment servir de modèle aux artistes qui travaillent à Fontainebleau. Donc l'art Bellifontain, il est aussi très imprégné de l'art de Giulio Romano et on le voit en particulier dans les estampes de l'école de Fontainebleau. Alors l'exposition présente une dizaine de dessins de Primatis. Pour ce qui est de Primatis, et contrairement à Rosso, on conserve d'assez nombreux dessins de sa main, des originaux. Il a aussi travaillé beaucoup plus longuement, on l'a dit, en France qu'au Rosso, mais voilà, il semble aussi que ces dessins aient été mieux conservés de manière générale. Et ce qui est très intéressant dans les dessins présentés dans l'exposition, c'est qu'on a des dessins de différentes techniques et des dessins avec des destinations aussi assez différentes. On a par exemple des dessins qui sont des dessins probablement faits d'après le modèle vivant, des dessins de répertoire, des dessins de figures, de motifs isolés, comme c'est le cas ici donc pour cette étude d'hommes semi-allongés que Primatis a ensuite utilisé
comme modèle dans une des fresques consacrées à l'histoire d'Hercule et Omphale. On a aussi une très belle feuille qui représente plusieurs études de jambes drapées qu'il a utilisées dans différentes fresques. Donc c'est vraiment des dessins qu'il utilise comme répertoire, comme ensemble de motifs dans lesquels il peut piocher de manière assez libre. Et puis on a ensuite par exemple des dessins à la plume qui sont là plus clairement préparatoires à décomposition, un très beau dessin pour la salle de bal notamment. Et on a des dessins mis au carreau pour des compositions plafonnantes qui sont une de ses spécialités, très certainement quelque chose qu'il avait pu aussi perfectionner à Mantoue auprès de Giulio Romano. Et on a même dans l'exposition des dessins pour des vitraux. Et pour cela, Primatis a mis au point une technique qui permet vraiment de faire comprendre la translucidité du verre dans un dessin sur papier, ce qui est assez magistral. La deuxième section de l'exposition est consacrée au sujet de l'estampe, puisque sur le chantier du château de Fontainebleau, au cours des années 1542-1547, les artistes qui étaient présents ont expérimenté avec cette technique et les multiples techniques de l'estampe, et notamment la technique de l'eau forte. C'est la première fois qu'on voit en France ce type de fonctionnement. Donc autour des artistes Rosso et Primaticcio, les autres, leurs collaborateurs, commencent à réaliser des estampes d'après leurs dessins et d'après leurs fresques. Donc avec le but de diffuser les idées des maîtres. Ce fonctionnement existait déjà, il existait notamment en Italie autour de Raphaël ou alors autour de Parmigianino. Donc les artistes italiens qui arrivent à Fontainebleau décident de reprendre ce modèle et donc d'établir une sorte d'atelier de gravure à Fontainebleau afin de diffuser les modèles. Malheureusement, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il était situé dans le chantier, mais au cours des dernières années, on a beaucoup avancé sur la connaissance des artistes qui ont travaillé avec ces techniques de l'estampe, et notamment la technique de l'eau forte. L'eau forte, elle venait d'être inventée à la fin du XVe siècle en Allemagne, elle avait été adoptée en Italie, et les artistes bellifontins la pratiquent de façon extensive pour la première fois en France. Et donc, j'ai autour de moi des œuvres d'artistes graveurs qui étaient très actifs justement dans ces années 1540, notamment Antonio Fantuzzi. J'ai juste à mes côtés une œuvre de Antonio Fantuzzi qui était bolonais, comme Primaticcio, et qui était son collaborateur à Fontainebleau. Fantuzzi a été, au-delà d'être peintre et dessinateur, il a été également graveur. Il a réalisé plus de 120 eaux fortes sur le chantier. Elles ont été notamment étudiées ces dernières années par Catherine Jenkins, qui est donc une chercheuse qui a répertorié les œuvres de ces artistes graveurs à Fontainebleau. Et donc on connaît beaucoup mieux le profil de Antonio Fantuzzi. Antonio Fantuzzi, on voit qu'il expérimente, qu'il ne connaissait pas à Fontainebleau, avant d'arriver à Fontainebleau, il ne connaissait pas forcément la technique de l'estampe, et on voit que ces estampes évoluent au fur et à mesure qu'elles deviennent de plus en plus maîtrisées. Et on a ici un très bel exemple, c'est une œuvre qui représente une idée, quelque chose, une façade, une grotte rustique qui rappelle la grotte des Pins à Fontainebleau, qui est toujours existante, qui peut se visiter, et qui est attribuée, dont le dessin de cette grotte des Pins est attribué à Primaticcio lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle des modèles mantouins, donc des modèles de Giulio Romano que Primaticcio avait sûrement vu, donc à Mantoue, et qui aurait pu importer. Donc la grotte des Pins est une grotte typiquement maniériste qui est construite avec ce qu'on appelle l'appareil rustique. C'est donc cet ordre architectural, ce style architectural qui imite les pierres naturelles. Et Antonio Fantuzzi, par-dessus de cet ordre rustique en façade, il rajoute dans son estampe, il rajoute des animaux, il rajoute des monstres qui sortent des pierres, qui animent les pierres, il rajoute de la végétation un peu partout, et cette œuvre est vraiment typique de l'art maniériste, de l'esprit maniériste, qui est souvent un jeu entre la nature et l'artifice.
Nous avons ici également une œuvre d'un autre artiste graveur à Fontainebleau dans ces années 1540. Il s'agit de Léon Davant. Lui, il était français. Il a réalisé plus de 95 estampes. Il a utilisé plusieurs techniques, pas simplement l'eau forte, mais également le burin et même le burin avec des encres colorées que nous verrons tout à l'heure dans l'exposition. Donc Léon Davant était vraisemblablement plus expérimenté que d'autres. Il était plus expérimenté que Antonio Fantuzzi parce qu'il commence avec la technique du burin qui est plus difficile que l'eau forte et il commence en fait ses premières estampes à Fontainebleau sont datées et nous permettent de comprendre qu'il maîtrisait cette technique du burin qui était plus ancienne et il maîtrisait peut-être les techniques de l'orfèvrerie, il venait peut-être d'une expérience dans l'orfèvrerie. Il y a d'autres artistes graveurs à Fontainebleau, par exemple Jean Mignon dont nous avons une œuvre juste ici, mais également des artistes anonymes qui ont été redécouverts ces dernières années grâce aux publications de Catherine Jenkins notamment, des artistes anonymes comme par exemple l'artiste dit le maître à l'œil noir ou alors le maître IQV dont on a commencé à constituer un corpus et qui sont tous très originaux et qui ont tous apporté leurs propres références culturelles et leurs propres idées à cette histoire de la gravure à Fontainebleau. Donc, ces artistes graveurs à Fontainebleau expérimentent avec les techniques, mais ils expérimentent également avec les sujets. Et donc, on est à la Renaissance, il y a des nouveaux sujets qui arrivent et des nouvelles frontières de l'iconographie, notamment par exemple le corps humain. La Renaissance, ce début du XVIe siècle, est le moment où on redécouvre le corps humain, où les artistes en particulier assistent à des dissections et ils s'intéressent à l'anatomie humaine. Pensez à Léonard, pensez à Michel-Ange. Et à Fontainebleau également, on commence à s'intéresser à la représentation de l'anatomie humaine. Cette estampe est très intéressante de ce point de vue parce qu'elle nous raconte une histoire. Il s'agit d'une estampe de Domenico Fiorentino. Domenico Fiorentino est un artiste sculpteur italien qui était déjà en France, en particulier dans la région de Troyes, dans laquelle il y a beaucoup d'œuvres de sa main. Et donc ce sculpteur pratique également la gravure et notamment le burin, donc qui est une technique difficile. Et avec cette technique, il réalise une série d'estampes, probablement pas à Fontainebleau même, mais dans ces années-là, parce qu'il participe au chantier du château. Et donc ce Domenico Fiorentino, qui est un artiste extraordinaire, il représente ici ce qu'on appelle des écorchés, c'est-à-dire des hommes dont on ne voit pas la peau, mais on voit les tendons, on voit les muscles, on voit les détails anatomiques. Il représente un écorché avec un squelette vu de face et un écorché et un squelette vu de dos. Donc c'est une estampe assez mystérieuse et rare qu'on a la chance d'avoir dans les collections des Beaux-Arts de Paris. Donc on ne connaît pas vraiment la destination. Donc on sait, parce que Vasari le dit, il écrit dans les Vite, Vasari a dit que Rosso Fiorentino avait pour projet de réaliser un livre d'anatomie, un libro di anatomia. Or, ce livre a disparu, on ne connaît pas à quoi il ressemblait. Et les historiens de l'art ont mis en relation cette estampe avec ce projet éditorial de Rosso Fiorentino disparu aujourd'hui. En réalité, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire de cette estampe. Il pourrait s'agir d'une estampe effectivement à vocation didactique pour les artistes ou alors plutôt à une vocation didactique médicale, même si la représentation du corps humain n'est pas exacte. Un autre artiste qui travaille autour du corps humain, mais cette fois-ci pas du tout avec exactitude, c'est cet artiste très étrange, ce graveur qui est appelé Juste de Juste et qui signe Just dans ses estampes. En effet, les Beaux-Arts de Paris conservent une série d'estampes très étranges intitulées Les pyramides humaines. Pourquoi ? Parce qu'on y voit sous plusieurs angles des personnages humains
mais au corps complètement irréaliste et au visage assez monstrueux, qui interagissent les uns avec les autres dans une sorte d'équilibre précaire et qui forment des pyramides, un petit peu des figures de cirque presque. Et donc ces estampes sont doublement énigmatiques parce qu'elles détonnent par rapport à la production Bellefontaine, par leur caractère caricatural et grotesque. Et elles sont, je disais, doublement énigmatiques parce que leur auteur n'est pas connu, puisque ce Juste de Juste, effectivement, il y avait quelqu'un appelé Juste de Juste sur le chantier. Donc dans les registres, dans les contes des bâtiments du roi, on a cet artiste qui est présent, mais il s'agissait d'un sculpteur, probablement issu d'une dynastie de sculpteurs qui était déjà actif dans le Val-de-Loire à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Mais on ne connaît pas d'autres œuvres de cet artiste appelé Juste de Juste. Donc on n'est pas sûr de pouvoir associer cette série d'estampes avec la figure artistique de ce sculpteur. Mais il s'agit là quand même de l'une des pages les plus amusantes sûrement de l'art bellifontain et de l'art français du XVIe siècle. Un autre artiste qui travaille autour du corps et qui le montre ici notamment dans cette estampe, c'est le graveur anonyme qui a pour nom de convention le maître de l'histoire de Cadmus. C'est un artiste qui a été récemment identifié, notamment par Catherine Jenkins dans ses travaux, et qui ici réinterprète un modèle de Luca Peni, un artiste toscan, qui est appelé également sur le chantier en 1538 et qui est actif donc dans ces années et qui fournit ce modèle typiquement toscan parce qu'il est issu d'une tradition très célèbre dans l'art de cette région d'Italie qui est la représentation de la bataille d'hommes nus. D'autres artistes comme Michel-Ange ou alors Pollaiolo avaient représenté cette iconographie dans les estampes ou dans des dessins ou d'autres types de supports artistiques. Et donc ce sujet, très étrange aussi, est un sujet qui est en réalité un prétexte pour montrer la maîtrise de la représentation du corps humain vue sous plusieurs angles. Et donc on voit ici ces hommes qui ont l'air d'être sauvages. D'ailleurs, les spécialistes y voient une représentation d'une tribu alors célèbre du sud de l'Amérique, les Tupinamba. Donc ces hommes dits sauvages qui sont extrêmement violents et qui se battent sous plusieurs angles de façon assez grotesque aussi et assez caricaturale, mais surtout sculpturale. Une section de l'exposition est consacrée également aux sources et aux modèles qui ont inspiré les artistes bellifontins et à partir desquels tous ces artistes internationaux ont donné forme à un nouveau langage. Donc à Fontainebleau, nous l'avons vu, il y avait beaucoup d'artistes italiens qui ont apporté, eux, leurs propres inspirations. Nous savons que beaucoup de dessins d'un artiste appelé Giulio Romano circulaient à Fontainebleau et il se trouve que nous conservons beaucoup d'estampes d'après des dessins de Giulio Romano. Ici, nous avons une estampe de Léon Davin, ce graveur bellifontain, une estampe réalisée avec la technique du burin et réalisée d'après un dessin de Giulio Romano, donc, qui avait sûrement été amené par Primaticcio à Fontainebleau. Ce dessin avait été réalisé par Giulio Romano pour la Camera di Psiche du Palais du Palazzo T de Mantoue. Et ce dessin a été réinterprété par Léon Davin. Donc il a gardé la figure de la jeune femme, mais il a rajouté un bûcher à l'arrière-plan. Et il a travaillé donc avec la technique du burin, mais avec une impression à l'encre rouge, ce qui lui donne un aspect pictural et presque très proche du dessin à la sanguine.
D'autres artistes à Fontainebleau ont expérimenté avec des techniques de l'estampe. Nous avons vu l'impression avec des encres de couleur, mais nous avons également la chance de conserver aux Beaux-Arts de Paris une estampe réalisée avec la technique de la gravure sur bois dite chiaroscuro, qui était une technique qui venait d'être inventée au début du XVIe siècle en Allemagne et qui était une technique visant à reproduire l'effet des dessins au lavis. Et comment on pouvait faire ça? Eh bien, en superposant plusieurs plaques de bois gravées, une pour chaque couleur. Donc, dans cette estampe qui a été réalisée par la maître anonyme, le maître ND de Bologne, qui est le seul artiste qui grave avec cette technique du chiaroscuro à Fontainebleau, nous voyons qu'il y a eu une superposition de 3 plaques, une pour chaque couleur, une pour les couleurs claires, une pour la couleur noire, la ligne de trait, et une pour les ombres qui sont d'un vert gris ici, le tout sur un papier coloré. Donc on voit qu'à Fontainebleau, on expérimente aussi avec des techniques qui venaient d'être mises au point en Europe. Et un dernier exemple par rapport toujours au modèle, je disais que Giulio Romano et disons la figure de Giulio Romano a été très importante pour les artistes à Fontainebleau. Ça l'était également pour les artistes graveurs puisque nous avons dans cette estampe d'un maître anonyme appelé maître IQV une association très étrange entre des modèles italiens puisque les 2 figures de cette estampe, Saint Antoine et Saint Jean, sont issues de dessins de Giulio Romano, mais le paysage, lui, est issu d'estampes d'Albrecht Dürer. Donc ça veut dire qu'à Fontainebleau, on avait plusieurs sources qui circulaient, les artistes du Nord et les artistes italiens. Alors François Ier souhaite faire de Fontainebleau, dit-on, une nouvelle Rome. Pour ce faire, il va s'en remettre à Primatis et l'envoyer à plusieurs reprises, à Rome précisément, avec pour mission d'acheter des statues antiques, de faire des copies dessinées d'après les monuments et les statues antiques, et également de faire des moules, des empreintes de ces statues, de ces monuments, afin d'en tirer des moulages, des tirages en bronze, tels que ceux qui sont toujours conservés à Fontainebleau le montrent bien. Vasari a eu vent du projet et il dresse la liste d'un certain nombre de monuments, de statues antiques dont Primatis a dû faire des moulages. Et parmi ceux-ci se trouve la colonne Trajane notamment. Et il se trouve que l'on connaît quelques dessins de Primatis d'après la colonne Trajane également. Un dessin qui est conservé à Francfort, dont Léon d'Avant a tiré une estampe. Et il y a ce dessin inédit qui vient juste d'entrer dans les collections de l'École des Beaux-Arts. Il nous a été donné par monsieur Monroe Warshaw. Alors là, il s'agit d'un dessin très probablement de l'entourage de Primatis, peut-être même une copie d'un membre de l'entourage d'après Primatis, et il s'agit d'une copie, d'une réinterprétation, même peut-être plus qu'une copie, du relief 71 de la colonne Trajane, relief dans lequel on voit les Romains et les Daces se battre. Les Daces viennent juste de se replier derrière un mur, derrière une fortification, et les Romains adoptent la configuration de la tortue pour s'approcher petit à petit et mener leur assaut. Ce dessin incarne très très bien l'intérêt pour l'antique qu'a eu François Ier et qu'ont eu tous les artistes présents à Fontainebleau et que l'on retrouve également dans bien d'autres œuvres, notamment dans les estampes d'Antonio Fantuzzi qui a mis au point une suite gravée, chaque estampe représentant une statue à l'antique et donc plusieurs d'entre elles sont présentées dans la suite de l'exposition.
Alors dans la fin de l'exposition, nous avons souhaité évoquer le rayonnement de l'art Bellifontain et en particulier son rayonnement lors du chantier du château d'Annette. Donc le château d'Annette qui a été construit pour Diane de Poitiers à partir de 1547-1548 par Philibert Delorme. Et ce château a été orné d'un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été réalisées par des artistes qui avaient été actifs et qui l'étaient parfois encore à Fontainebleau, en particulier Primatis lui-même et Charles Carmois, également peintre qui avait été actif également à Fontainebleau. Nous avons la chance dans les collections d'avoir 2 dessins qui correspondent aux vitraux civils qui ornaient le premier étage du château et dont il ne subsiste aujourd'hui plus que des fragments. Et nous avons également un dessin qui est un des patrons pour les tapisseries de la tenture de l'histoire de Diane, dont certaines pièces sont conservées au musée de la Renaissance à Écouen. Et pour les Beaux-Arts de Paris, le château d'Annette, c'est un lieu très important aussi puisque grâce à Alexandre Lenoir et à son musée des monuments français, on conserve dans plusieurs lieux de l'école des fragments architecturaux et des portes, des colonnes qui proviennent du château d'Annette. Donc c'est là où on voit que les collections de l'école se répondent entre elles. L'exposition Rousseau et Primatis Renaissance à Fontainebleau vous attend aux Beaux-Arts de Paris jusqu'au 1er février 2026. L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Et l'exposition s'accompagne d'un catalogue avec des textes des commissaires ainsi que de Dominique Cordelier et de Louisa Capodieci.